9, groupement 3. Donc, encore la petite notation. Une première partie sur une histoire d'indice de masse corporelle. Donc, toute une partie, en fait, sur tout ce qui est poids et alimentation. Donc, qui est intéressant. Une deuxième partie, là, sur tout ce qui est scratch, avec de la géométrie. Et une troisième partie, bien sûr, de didactique. Alors, j'ai pas de... En fait, le corrigé, par contre, le petit problème qu'il a, c'est qu'il n'y a pas le détail des questions. Donc, je vais parfois peut-être jouer sur les deux tableaux. Enfin, je vais passer de l'un à l'autre. Donc, on vous donnait une formule pour l'indice de masse corporelle, la masse divisée par la taille au carré, qui était donc égale à l'IMC. On vous donnait les petites choses. On vous donnait un tableau concernant les IMC et les interprétations par rapport à ces intervalles d'IMC. Ensuite, on vous posait quelques petites questions. Alors, certaines questions, je ne vous montrerai pas la correction parce que ça sera un peu inutile, je pense. Enfin, quand je dis ça sera inutile, c'est au sens où c'est du calcul et que vous retrouverez dedans. Mais d'autres, j'irai dans le détail. Donc, on vous dit Claire mesure 160 cm et pèse 53 kg. Calculez son IMC, quelle interprétation peut-on faire? Ici, c'est juste un calcul à faire et une lecture de données par rapport au tableau que vous avez ici de l'OMS. C'est tout. Il n'y a vraiment rien de plus, rien de moins. C'est juste une question de calcul. Donc celui-là, je laisse, vous regarderez la valeur. Ici, on vous parle qu'on interroge 8 hommes sur leur masse et leur taille afin de calculer leur IMC. On obtient un tableau et on vous dit quelle formule a pu être écrite en D2, puis étirée jusqu'en D9 pour calculer l'IMC. Alors déjà, je tiens à souligner que le fait qu'on vous dise étirer jusqu'en D9, c'est très important. Donc, ici, en fait, pour le calcul, donc la colonne B, c'est la masse, la colonne C, c'est la taille, et du coup, la colonne D, c'est l'IMC, donc c'est la masse divisée par la taille au carré. Du coup, la formule, c'est bien B2 divisé par C2 puissance 2. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on vous parle du dollar, le dollar qui est là pour bloquer certaines valeurs. En tout cas, puisque vous tirez vers le bas, les chiffres vont changer, mais pas les lettres. Et les chiffres qui changent, on veut qu'il change. Alors le 2 va pas changer, mais c'est les chiffres au niveau des cases, des cellules, qui va lui changer. Donc effectivement, comme ils vous disent, on peut éventuellement mettre un dollar devant B et devant C pour dire que B et C soient bloqués, mais ici ça n'a pas plus d'intérêt. Ça n'a pas d'intérêt, on peut ne pas le mettre. Donc voilà. Ensuite, dans les questions, on vous dit, parmi ceux qui ont été interrogés, quel est le pourcentage d'hommes obèses ou en surpoids? Ici, il faut à la fois lire les données en utilisant les données qui sont là, se référer au tableau de l'OMS que vous avez plus haut pour en déterminer en fait qui est en état d'obésité et de surpoids. Du coup, après avoir bien lu le tableau, vous déterminez le pourcentage et en fait vous voyez on dit qu'on vous en trouvez 3 sur 8, on vous précise bien lesquels en plus et on vous donne le rapport. Ici vous remarquez que on met en fraction, on met en décimale et on met en pourcentage. Là, la question était clairement de déterminer le pourcentage. Donc, il est logique de mettre le pourcentage, mais si on ne vous demande rien, vous pouvez mettre n'importe quoi. Enfin, n'importe quelle représentation du nombre. On vous dit une personne a un IMC de 28 et pèse 70 kg. Combien de kilogrammes doit-elle perdre pour avoir un IMC de 25? Mais effectivement, 0,375, c'est 37,5% et pas 3,75%. Sinon, vous voyez bien que 3 huitièmes, ça pourrait pas aller. Alors, du coup, pour cette histoire de masse ici, en fait, ce qui est intéressant, alors, dans ce petit truc-là, ce qui est important, c'est ces morceaux-là. Alors, tout est important, mais c'est le fait que l'IMC est proportionnel à la masse. Donc, puisque c'est proportionnel à la masse, mais attention, pas du tout à la taille, en fait, vous pouvez utiliser la linéarité. Et ici, en fait, ils utilisent même un retour à l'unité, puisqu'un IMC de 28 correspond à 70 kg. Ils disent une perte d'IMC de 1 correspond à 70 divisé par 28, donc c'est un retour à l'unité, donc c'est 2,5 kg. Une perte d'IMC de 3 correspond à une perte de 3 fois 2,5. Donc vous voyez, c'est un retour à l'unité, puis linéarité multiplicative qui est utilisée. Là, c'est un petit truc. Vous auriez pu faire totalement autrement par une équation, par exemple, puisque ici, c'est la masse que vous cherchez. Donc, une équation du premier degré fonctionnait très bien. En tout cas, par la proportionnalité, ça vous permettait d'obtenir le truc très facilement. Ensuite, quelle masse minimale et maximale
peut avoir une personne mesurant 1,72 m pour avoir une corpulence normale. Qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie que l'IMC est compris entre 18,5 et 25 d'après le tableau de l'OMS. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'IMC, c'est quoi? C'est la masse divisée par la taille au carré. On vous dit que la taille, c'est 1,72. Donc, on fait 18,5. En fait, on fait un jeu d'inégalités. On fait un travail sur les inégalités avec une première inégalité, ensuite multiplication de chaque membre par le dénominateur pour encadrer la masse et on a finalement ce résultat. Et on vous dit en arrondissant par exemple au gramme, le minimum c'est 54 730 et le max 73 960. La partie B, ici, ce qu'on vous fait, c'est un lien entre statistique et probabilité. Donc avec une étude, on vous dit sur un échantillon de 25 714 personnes de 18 et plus. Donc attention à bien lire toutes les données. On vous dit ici, on vous donne quoi? On vous donne l'effectif total. Et là, les effectifs selon les catégories, selon les IMC, etc. Bon, on vous met toute une histoire. Il faut lire. On regarde bien la dernière ligne. Bon, pas que la dernière, mais on donnera les réponses en pourcentage arrondi à l'unité. Donc ça, c'est important. Du coup, quelle est la probabilité que cette personne soit en surpoids? Alors, quelle personne? C'est le fait qu'on appelle au hasard une personne de plus de 18 ans. Donc, en surpoids ou obèse, surpoids ou obèse, c'est ces deux lignes-là. Donc, combien, souvenez-vous, les probas, c'est l'effectif divisé par l'effectif total. Donc, l'effectif de surpoids et d'obésité, c'est la somme des les quatre valeurs. C'est la somme de savoir de 3551, donc les femmes qui sont en surpoids, les hommes qui sont en surpoids, plus les femmes en obésité et les hommes en obésité. Tout ça sur le total, donc 25 714. On vous met le détail ici. Là, il a remis le calcul de l'effectif total. Néanmoins, il a indiqué dans l'énoncé, si la répartition de la population, elle peut être appelée dans la même proportion, en fait, la proba correspond. Ça, c'est ce que vous avez peut-être vu sous la notion de théorème des grands nombres. Si vous ne voyez pas trop ce que c'est, ce n'est pas très grave. Mais en tout cas, voilà. Normalement, ça, c'est plus une statistique qu'une proba. Mais on fait un lien entre les stats et les probas ici. Et on vous dit, donc on vous met la fraction, donc l'effectif divisé par l'effectif total, une valeur approchée, et ensuite, comme on le demande, en pourcentage à l'unité près, ça fait 47%. Ensuite, on vous demande, la personne appelée est un homme, quelle est la probabilité que cet homme soit en surpoids ou obèse? Donc là, encore une fois, il faut bien regarder où on est dans le tableau. Homme, soit en surpoids ou obèse, c'est ces deux cases-là. Donc, ça va être la somme de ces deux-là, divisé par l'effectif total. C'est ce qu'on fait clairement ici. Donc, on vous dit, parmi tant d'hommes, il y a autant qui sont en surpoids ou obèses. Alors là, c'est que j'ai mal relu la question. J'avais mal relu la question. On vous dit, et du coup, preuve qu'il faut bien lire, je vous dis effectif total, mais effectif total de quoi? Là, on vous dit clairement la personne appelée est un homme. Donc si vous laissez tomber ce truc, en fait, vous allez faire sur l'effectif total de tout l'échantillon. Or, c'est sur l'effectif total des hommes uniquement. On va s'intéresser. On téléphone à un homme. Combien on a de chance d'avoir quelqu'un? Eh bien, ça va être donc l'effectif sur l'effectif total parmi les hommes uniquement. D'où le fait on regarde donc le nombre d'hommes qui sont en surpoids ou obèses et la proportion parmi les hommes, c'est celle-ci. En décimale, en valeur approchée, c'est celle-ci. Donc un pourcentage de 53%. Et du coup, par hypothèse, c'est aussi la probabilité qu'un homme interrogé soit obèse. Alors, que veut dire cette phrase? C'est que, encore une fois, ce sont des statistiques. Là, on considère que l'échantillon pris est représentatif de la population. Donc, ça veut dire qu'on peut se fier à à ces statistiques pour généraliser plus grand. Ensuite, on vous dit la personne appelée est obèse. Quelle est la proba que cette personne soit un homme? Alors, encore une fois, ici, on vous dit la personne appelée est obèse. On sait direct que la personne est obèse, donc on va s'intéresser à cette ligne-là. Alors, je ne peux pas juste sélectionner la ligne, je vous la montre juste avec le curseur. Donc, on va regarder l'effectif total de cette ligne-là, donc ça plus ça comme effectif total, et on veut la proba que la personne soit un homme. Donc ça sera 1747 divisé par la somme des deux, puisqu'on vous dit la personne appelée est obèse. Donc on sait qu'on a forcément quelqu'un parmi ceux-là. Ce qui après vous détaille également pour l'échantillon, et ça vous fait, il vous donne les valeurs. Alors,
La dernière question, on vous dit un homme prétend que plus de 1/6 de l'échantillon est obèse. Quelle raison? Justifié. Alors là, vous avez, je vais dire, deux choix pour le faire. Vous avez deux choix parce que ce qu'ils ont fait, c'est ils ont dit, on va faire un petit calcul, on va faire un truc rapide. Ils ont fait 3866, c'est presque 4000. Donc si c'est 1/6, fois 6, on doit se retrouver, enfin si c'est 1/6, en multipliant par 6, on doit se retrouver à une valeur qui est égale à la proportion totale, aux 25 714 personnes. Sauf que en faisant le calcul, il se retrouve avec quoi? Il se retrouve avec 24 000, qui est plus petit que 25 714, ce qui veut dire que votre, finalement, c'est pas 1/6, c'est même moins qu'1/6 du coup. Parce que, vous voyez, sinon, 1/6 de ce truc, enfin, le 6e, 3866, c'est à peu près 1/6 de 24 000, pas 1/6 de 25 714. Il y a quand même plus de 1000 personnes d'écart, hein. C'est pas non plus négligeable. L'autre possibilité pour le faire, c'est de calculer simplement directement la proportion. Donc on vous dit, prétend que 1/6 de l'échantillon est obèse, donc effectif total des obèses, divisé par l'effectif, effectif des personnes obèses, divisé par l'effectif total de notre échantillon. Comme ça, vous voyez bien si c'est bel et bien 1/6 ou pas. Alors, donc ensuite, utilisation et interprétation de l'indice de masse corporelle. En fait, clairement, ici, c'est... Donc ça, c'est les graphiques qu'on retrouve dans les carnets de santé. Hein. Clairement, ici, c'est que de la lecture graphique qu'on vous demande. Uniquement de la lecture graphique. Alors, on vous dit, d'après ce graphique, l'IMC chez l'enfant est-il proportionnel à l'âge? Quand vous voyez la tronche des courbes, directement, vous devez vous dire que non, c'est pas proportionnel à l'âge, pour une simple raison, c'est que c'est pas du tout une droite. Bon, vous avez la courbe ici, en plus, elle est bien indiquée, pour une fois. Donc, si c'est pas une droite, c'est pas proportionnel. En même temps, ça serait un peu bizarre que ce soit proportionnel. Ensuite, on vous donne toutes ces petites données. C'est vraiment que de la lecture de graphique et d'IMC. Et quelles sont les tranches d'âge sur lesquelles Emma avait un IMC inférieur ou égal à 16 kg par mètre carré. Tout ça, vous le retrouvez ici. Tout ça ici dans la correction. C'est vraiment que de la lecture simple de graphique. Il n'y a pas de choses très compliquées là-dedans. La rédaction pour ABC est correcte. On vous dit avant 6 mois et de 2 ans à 10 ans, ça c'est la fameuse question. Du coup, je vous disais, la question 3 ici est très mal rédigée. Vous reprenez la question, vous rédigez et puis voilà. Mais au moins vous avez la réponse. C'est ça qui est important. Alors, la partie D. Donc, en fait, il y a toujours une histoire de lecture graphique dans les énoncés de CRPE, donc faites bien attention à ce petit aspect. Alors ensuite, la partie D, c'est une histoire encore d'alimentation, on tourne autour de ça, de l'hygiène alimentaire, etc. Et ici, voilà, on vous donne un tableau, mais attention, il faut bien lire le tableau. Bon, on vous parle de 8 ans, vous avez forcément en général des infos qui sont de trop, qui ne servent à rien, mais ici, vous avez en particulier de petites choses. Vous avez la masse du gâteau, vous avez la quantité de soda ici, mais ici en plus vous avez d'une part des données sous forme d'un tableau et d'autre part des données sous forme d'une phrase. Donc ne négligez pas tout ce qui est indiqué. On vous dit de recopier le tableau suivant, de recopier et de compléter le tableau suivant. Dans la correction, ils vous ont mis les calculs à l'intérieur. Clairement, les calculs, ici pour le tableau, vous n'êtes pas obligé de les noter. Je vous le dis, les notez surtout pas à l'intérieur. Là, ils vous les ont notés pour que vous sachiez ce qu'il faut faire comme calcul. Ça, c'est vraiment ça qui est important. Donc, vous notez les valeurs, vous prenez pas la tête, et vos calculs, vous les faites au brouillon. Ensuite, on vous parle d'un morceau de sucre d'environ 6 grammes. On vous parle d'apport énergétique de moyenne 24 kcal. Et on vous dit quel est l'apport énergétique du sucre contenu dans le goûter. Alors, c'est là aussi qu'il faut avoir bien regardé tout ce qu'on vous donnait comme information. Ensuite, on vous demande aussi, alors je vais peut-être déjà un peu vous regarder pour là. Alors,
ici, en fait, ces questions-là, ce sont vraiment que des calculs, hein. Donc, on vous détaille un peu les calculs. Alors, c'est pas forcément super formulé, mais voyez, finalement, c'est pas non plus quelque chose de très compliqué. C'est de la lecture d'énoncés, de la compréhension, de bien faire attention aux données. N'hésitez pas à relire plusieurs fois, à entourer, à noter. De toute façon, les énoncés, c'est à vous, hein. Vous pouvez les colorier, enfin, pas les colorier, mais les surligner à la limite, hein, quoique colorier si vous avez envie. Et voilà. Ensuite, la B, on vous parle pour un garçon de 8 ans, l'apport énergétique quotidien conseillé pour un niveau d'activité est de 1985 kilocalories. Il est souhaitable pour les adultes que, comme pour les enfants, que leur consommation de sucre représente au maximum 10% de l'apport énergétique quotidien. À combien de morceaux de sucre correspond la masse de sucre que Frédéric ne devra pas dépasser quotidiennement? Et petit c, calculer le pourcentage des apports quotidiens recommandés que représente la quantité de sucre consommée par Frédéric durant son goûter. Ici, vous avez deux questions. L'une pour vérifier que vous savez calculer le pourcentage d'un nombre, d'une valeur, d'une quantité, et l'autre pour savoir si vous êtes capable de déterminer un pourcentage. Ça, c'est deux choses qui sont indispensables de maîtriser. Si vous répondez mal aux questions, à ces deux questions, mais que vos calculs sont corrects, vous aurez toujours plus de points parce que ça peut être de l'incompréhension de données, l'incompréhension de choses, mais en tout cas, si vous avez les techniques de calcul, ça sera remarqué, souligné. Donc c'est des petites choses, hein. Si vous vous trompez, ne vous inquiétez pas, mais en tout cas, maîtrisez les calculs formels, les calculs vraiment qui sont derrière. Ici, hein, on vous le dit, on vous le fait calculer en fait, hein. On vous donne un peu le détail des choses, etc. Pareil pour le rapport. Donc tout ça, c'est juste des petits calculs de pourcentage, etc. Alors, deuxième partie, c'est de la géométrie. Alors, on vous dit, par exemple, montrer que les droites AB et BC sont perpendiculaires. AB et BC, vous avez plein de données, des mesures. D appartient à E et BC, et on vous dit les droites BC et CE sont perpendiculaires. Pour une fois, entre guillemets, pour une fois, cette figure est ici dans les données complètement énoncée. C'est-à-dire qu'on sait que D, il est bien sur ce segment-là et qu'il est bien sur ce segment-là. Dans certains exercices, on l'a déjà vu, ceux qui ont déjà suivi d'autres séances, que c'est pas toujours bien indiqué. Il ne faut pas hésiter à préciser que on supposera que tel point est bien sur le segment un tel, etc. Ça montre aussi que vous avez du recul et un jugement critique par rapport aux exercices. Ça, c'est très important. On vous dit montrer que les droites AB et BC sont perpendiculaires. Ici, vous avez rien d'autre comme info que des longueurs des droites perpendiculaires et un point qui appartient. Donc, si vous avez des longueurs et qu'on vous parle de perpendiculaire, ce qu'il faut penser, c'est Pythagore. Faites bien le lien entre Pythagore, triangle rectangle, angle droit. Donc, perpendiculaire. C'est vraiment des petites choses comme ça auxquelles il faut penser. Donc, justement, dans la correction, il vous le détaille. Alors, par contre, la rédaction n'est pas bien. La rédaction n'est pas bien au sens que ici, c'est vraiment histoire de vous dire le calcul, ce qu'on utilise, le fait qu'on utilise la réciproque de Pythagore, et vous dire, tiens, donc le triangle est rectangle en B, donc les droites sont perpendiculaires. Ça, c'est clairement à mieux rédiger, avec on sait que or donc, ou comme alors, etc. Donc il y a déjà ça à faire attention. Ensuite, pour la question 2, on vous dit en déduire la mesure de BD. Donc BD qui est ici, vous avez la longueur AD. N'hésitez pas aussi sur votre schéma à rajouter des petites choses. Le fait que, par exemple, vous avez AD qui vaut 8, bah vous écrivez un petit 8 ici. Vous savez que AB, il vaut 6, vous l'écrivez à côté. BC, alors BC, bon, BC, c'est un peu plus délicat, entre guillemets. Vous avez AD, donc c'est des petites choses. Mais voilà, c'est aussi l'occasion de faire attention et de bien noter les choses. Donc BD, ici, bah, vous avez AB, vous avez AD. Donc clairement, vous avez deux longueurs, vous êtes dans un triangle rectangle, donc pensez à bien mettre les petits symboles, hein, les petites notations, etc. Pour dire comme ça, vous vous repérez vous avec ce que vous avez, ce que vous avez déjà montré. Du coup, ici, vous avez deux des trois longueurs, on vous demande la troisième, donc forcément, c'est encore Pythagore. Donc là, pareil, hein, il vous le détaille en vous le disant, voilà. Alors après, encore une fois, hein, c'est à mieux rédiger. Par contre, une petite chose sur laquelle je vais insister, c'est ici. La dernière ligne, on vous dit BD égale racine de 28 égale 2 racines de 7. Certains d'entre vous vont vouloir mettre une valeur approchée. Ne faites pas ça.
Mettez pas de... Enfin, vous pouvez en mettre une, mais mettez surtout la valeur exacte. C'est important de mettre bien la valeur exacte et par la suite, ne vous servez pas des valeurs approchées, mais des valeurs exactes. Alors, parfois, c'est lourd. Vous le verrez par la suite, il y a un endroit où c'est même très lourd, mais c'est nécessaire pour éviter certaines valeurs. Alors, je vois que des gens sont en train de réagir. Donc, Laurie nous dit que comme elle n'a pas su répondre à la première question, elle avait essayé de faire Thalès pour la deuxième question et que ça ne fonctionnait pas. Alors, effectivement, il y a une idée de Thalès quelque part, mais pas là en tout cas. Mais en fait, souvenez-vous que même si vous ne faites pas une question, vous pouvez la considérer comme faite. C'est-à-dire que même si vous n'avez pas montré que les droites sont perpendiculaires, notez-vous sur la figure que c'est perpendiculaire et du coup, vous voyez que vous avez un triangle rectangle par la question 1, que vous l'ayez fait ou pas. Donc là, vous mettez le symbole perpendiculaire et vous avez deux longueurs. Donc en fait, vous avez bien un triangle rectangle. Donc Pythagore. Voilà. Alors Cindy me demande, est-ce qu'on peut utiliser les symboles au lieu d'écrire perpendiculaire, parallèle et appartient? Alors clairement, non. Alors, enfin, si et non. Ça dépend dans quoi. C'est-à-dire que si vous êtes dans du français, par exemple ici, on vous dit les droites BC et CE sont perpendiculaires. Il est hors de question de marquer les droites BC et CE sont et le symbole perpendiculaire. Vous ne mélangez pas du français et des maths. C'est pas pour rien qu'on vous fait deux épreuves distinctes. Bon, d'accord, c'est pas pour ça. Mais quand même, pensez que vous avez le droit d'utiliser les symboles quand c'est pas dans des phrases. Donc vraiment, c'est pareil, là, D appartient au segment AEBC. Si vous écriviez D appartient avec le symbole et crochet AE, ça, ok, c'est pas une phrase. Et en dessous, D appartient avec le symbole et crochet BC, c'est pas une phrase, donc c'est bon. Mais vous ne mélangez pas les choses. Apolline me demande, est-ce qu'on peut écrire, on a CE, alors déjà le segment CE parallèle au segment AB avec la notation des doubles slash pour écrire nos conditions? Non. Encore une fois, là, c'est du mélange entre mathématiques, symboles mathématiques et français. Donc, ne mettez pas ça sur la même ligne. Si tu mettrais, à la limite, une petite chose qui passerait, c'est on a deux points, et en dessous, tu mettrais, à la ligne suivante, tu mettrais le coup des parallèles. Cindy me propose de dire on sait que deux points et mettre un tiret et puis les choses. Dans ce cas-là, vous les mettez pas sur la même ligne, vous les mettez sur les lignes suivantes. Vraiment, vous ne mélangez pas les deux. Donc Patoche nous demande, j'ai trouvé racine de 28, mais comment fait-on pour arriver à 2 racines de 7? Alors, le 2 racines de 7, il vient de quoi? Il vient de racine de 28. 28, c'est 4 fois 7. Donc, en dessous, dans la racine, si on l'écrivait, ça serait racine de 4 fois 7. Mais tout est en dessous de la racine. Je vous rappelle que racine de A fois B ensemble, ça fait racine de A fois racine de B. Donc, racine de 4 fois 7, c'est racine de 4 fois racine de 7. Racine 4, c'est 2. Et racine de 7, c'est racine de 7. Ça n'a pas de valeur autre en termes de valeur exacte, donc ça te fait bien le 2 racine de 7. On vous dit déterminer la longueur C. Alors, ce que vous aurez peut-être remarqué, c'est effectivement, il y a des choses ici que, vous n'avez pas forcément toutes les données, toutes les longueurs. Néanmoins, vous avez deux droites qui sont perpendiculaires à une même troisième droite. Et on a l'impression de voir une petite configuration de Thalès. Et effectivement, c'est Thalès qu'il va falloir utiliser. Et d'ailleurs, pour ceux qui sont déjà venus, je l'ai déjà dit, le fait des droites perpendiculaires à une même troisième droite, donc que les droites donc sont perpendiculaires. Alors ici, par contre, il manque un petit truc. On vous dit, puisque les droites BC et C... Non, c'est pas tant qu'il manque un truc, c'est que... On vous dit, puisque les droites BC et CE sont également perpendiculaires, sous-entendu le fait que AB et BC sont aussi perpendiculaires. Ici, donc, voilà, il y a une fameuse configuration de Thalès. Voilà, bon, il vous dit du papillon, bon, si on veut. Bon, il précise un petit peu le fait que les triangles sont semblables, que les côtés sont proportionnels. Et en fait, il y a tout le petit détail. Donc, comment on mesure DC, on sait que BC c'est 8, BD vous venez de le calculer avec Pythagore, donc c'est cette différence-là. Du coup on a le rapport, et alors c'est là que c'est un peu horrible. Par contre, hop, excusez-moi. Ici vous voyez, on utilise leur problème avec les touches fléchées, mais c'est pas grave. Donc on écrit le rapport, et on veut CE, donc on réécrit de manière à exprimer CE en fonction du reste, en multipliant à gauche et à droite par AB. Comme ça à gauche, ça se simplifie.
Et à droite, on a bien celui-ci. Ici, CD, vous avez 8 moins 2 racines de 7. BD, vous avez 2 racines de 7. Ça, clairement, vous me le laissez. Vous le laissez comme c'est indiqué. C'est-à-dire que je veux que de la valeur exacte. Enfin, il n'y a pas que moi qui le veux. Au CRPE, on veut des valeurs exactes. Alors, c'est bien de donner une valeur approchée, mais il nous faut une valeur exacte. À la limite, ce que vous pouvez faire, ça c'est au choix. C'est par exemple, vous avez le 2 en bas. Vous pouvez simplifier par 2 partout, donc ça ferait 4 moins racine de 7, le tout sur racine de 7. Et le 6 qui se baladerait encore là. Bon, ça c'est du petit détail. Après, que vous fassiez beaucoup de simplification ou pas, c'est pas très grave. Néanmoins, voilà, c'est vrai que c'est mieux que vous fassiez un peu de simplification et que vous donniez une valeur approchée, mais vous laissez surtout une valeur exacte. Et par exemple, quand vous entourez votre réponse, vous entourez quoi? Vous entourez la valeur exacte. Vous entourez pas la valeur approchée. Au pire, la valeur approchée, vous la soulignez si vraiment, mais vous mettez plus en évidence une valeur exacte qu'une valeur approchée. Alors, EC me demande comment ne pas se tromper dans les égalités. Des fois, il faut mettre la petite longueur sur la moins grande, des fois la petite sur la totalité. Eh bien, simplement, alors, ce qui se cache avec Thalès, c'est une égalité de rapport. Enfin, c'est pas ce qui se cache, c'est que, voilà, on a une égalité de rapport. Ça, c'est clair et net. Néanmoins, ce qui est très important pour ta question, c'est en fait de rester logique. Que vous mettiez le petit sur la grande, sur les grands, etc., ou la grande sur la petite, ça, c'est pas grave. Que vous preniez dans un sens ou l'inverse, petite sur grande ou grande sur petite, ça, il n'y a pas de souci. Après, en termes de configuration, essayez de réfléchir si vous aviez, comment dirais-je, en fait, ce que vous avez l'habitude, finalement, c'est que là, votre triangle, il est là, mais il se cacherait ici, le point C, il serait ici, le point E, il serait là. Donc ça serait CD sur BD. Une petite astuce que vous pouvez faire pour essayer de bien comprendre ça, mais ça c'est pour vos révisions, hein, ne me faites pas ça en plein concours, c'est de faire la symétrie centrale de ce triangle-là par rapport au point D. Comme ça, vous obtenez l'image là et là, vous obtenez la même configuration que ce que vous avez l'habitude, vous savez réécrire les Thalès comme d'habitude. Donc la longueur CE, comme je vous disais, c'est du Thalès. Et voilà, on laisse tout ça. Dernière question, on vous parle de l'aire du triangle ACE. Vous voyez, là, c'est vraiment cette forme étrange de triangle qui est là. Par contre, ici, il ne faut pas hésiter, comme là, à rajouter un point. Vous êtes obligé parfois de rajouter des points parce que clairement, la hauteur issue de A, elle sera à l'extérieur du triangle. Je vous rappelle que l'aire d'un triangle, c'est base fois hauteur divisé par 2. Donc, on est obligé de le faire. Alors après, il faut y penser. Et puisque c'est perpendiculaire, et que celle-ci est aussi perpendiculaire, ces deux droites sont parallèles, donc vous avez bien un rectangle qui est ici. Donc AF est égal à BC, ce qui vous permet finalement d'avoir la mesure de AF sans problème. Et la base, le CE, vous l'avez. CE, vous l'avez. La hauteur, vous l'avez. Il vous reste plus qu'à faire le calcul, comme on fait là. Donc vous avez le calcul, etc. Alors petite précision, ce qui est très bien avec qui est intéressant avec ce corrigé, c'est qu'on vous donne une deuxième méthode. On vous donne une deuxième méthode avec des droites parallèles et du coup des triangles qui ont la même base, la même hauteur et la même aire. Donc on vous donne un peu de détails. Après il faut faire le dessin, mais voilà. Ça vous donne un petit peu une autre possibilité et ça vous permettra d'y réfléchir dans tout ça. Pour l'exo 2, là, on part sur du calcul littéral, mais c'est intéressant parce qu'il vous fait réfléchir un petit peu sur les notions que vous êtes censé connaître. C'est-à-dire, ici, on vous parle de divisibilité. Alors, certains vont avoir peur parce qu'on vous dit pour tout entier n, montrer que 30n plus 25 est divisible par 5. Divisible par 5, ça veut dire que le machin qui est là, ça s'écrit comme 5 fois quelque chose. Du coup, ici, vous n'avez qu'à factoriser par 5. Donc encore une fois, tout ce qui est factorisation, développement, ça, il faut que vous le maîtrisiez sur le bout des doigts.
à la fois que vous le maîtrisiez sur le bout des doigts, et je vais même aller plus loin. C'est que vous sachiez, je vous encourage à le faire, c'est que vous sachiez représenter le développement de manière géométrique. Le fait du développement et de la factorisation, je vous encourage à donner un sens géométrique à ces deux trucs. Vous réfléchirez, ça vous chercherez, c'est un truc qui est très intéressant. Ensuite, on vous donne un programme de calcul. Attention au programme de calcul. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il faut bien lire. Je vais tout de suite le lire. On vous dit choisir un nombre entier, multiplier par 3, ajouter 5, élever au carré. Et on vous dit traire 9 fois le carré du nombre de départ. Attention, ici, bien lire que c'est ce qui est, en fait, il y a des choses qui sont sous-entendues. Moi, avec l'habitude, j'ai pas le problème, j'ai le problème de ne pas voir ce qui pourrait être vu autrement, mais en fait, on vous dit 9 fois, en fait, c'est donc 9 fois, et entre parenthèses, entre guillemets, on pourrait ne pas mettre des parenthèses, le nombre de départ qui lui est au carré. Donc parfois, vous pourriez comprendre d'autres choses que ce qui est indiqué. Donc faites bien attention à bien lire ce qui est là, et essayez pour le coup de l'écrire en maths, mathématiquement. C'est-à-dire par exemple 9 fois 5 au carré. Je dis au hasard, hein, pour essayer de bien comprendre chaque étape, ce qu'elle signifie. D'ailleurs, on vous donne petit a, on vous donne b, a et b en fait sont là. Pourquoi? Pour une petite mise en bouche. On vous dit montrer que ce programme a pour résultat 265 si le nombre entier choisi est 8. Les calculs seront détaillés. Alors clairement, ici, on vous demande quoi? On vous demande de vérifier que si vous mettez 8 au départ, ça vous fait 265. Comme on vous le dit, c'est les calculs seront détaillés. Et en fait, pourquoi on vous met ça? Parce que justement, il y a la dernière phrase qui est un peu ambiguë, qui est potentiellement ambiguë, et en fait, du coup, si vous avez deux idées ou plusieurs idées de comment on pourrait l'interpréter, c'est aussi l'occasion de voir, tiens, en fait, cette phrase-là veut pas dire tel truc, elle veut dire tel autre truc, parce que je retrouve bien le 265. Donc ça vous permet aussi à la fois de vérifier que vous avez compris le programme de calcul et à la fois de vérifier finalement que les ambiguïtés soient levées. Donc c'est vraiment pour être gentil, entre guillemets gentil, pour dire que voilà, les questions ne sont pas forcément si compliquées, aussi simples que ça. Alors, en termes de rédaction, alors là, c'est sur 3 lignes. Hein. Il a fait ça simple. Bien sûr, je vous conseille de faire ça un truc par ligne, et puis on vous le détaille. Ce qui est bien en fait dans cette correction, c'est que vous avez une petite note sur le fait justement de ce problème, alors qu'effectivement on vous dit que l'énoncé était ambigu. Ah oui, voilà. On pouvait comprendre que en fait on soustrait 9 fois le carré qu'on venait de calculer. Parce qu'on vous a fait effectivement le carré là et pas le. Donc voilà, il y avait un petit truc qui pouvait coincer, mais en gros, si ça ne coinçait pas, voilà, vous l'aviez sans problème. Donc voilà un petit peu pour cette histoire de question A. Alors B, quel résultat obtient-on si le nombre entier choisi est moins 56? Donc là encore, ce sont juste des calculs. Et là, en plus, on vous demande même pas le détail dedans. Alors eux, lui, il a été un peu plus vite, mais en gros, voilà. Le calcul est ici. Alors pourquoi pourquoi je dis qu'il a été plus vite? C'est que forcément, en fait, la question 1 de l'exercice 2, elle a un sens. Elle n'est pas là pour rien. En fait, elle est là parce que ça correspond au final à ce programme-là. On vous dit. Alors, mais je vais. En fait, si vous ne l'aviez pas vu en question B, je vais vous expliquer comment l'obtenir pour la question C. Parce que je vais vous donner un peu quand même l'astuce. Donc la question C, en fait dans la question C on vous demandait le fait de montrer que le nombre est donc divisible par 5. Donc en fait ça revenait à retrouver à quoi ça correspondait. Donc ça c'était en fait du calcul littéral et voilà, il dit on doit calculer successivement tous ces calculs là. Comment faire ça? Eh bien pour faire ça, moi je vous conseille clairement, c'est vous le faites une fois avec un nombre. Et ce qui se passe c'est que en le faisant avec un nombre, vous le prenez en fait. On vous le dit, quel que soit le nombre de départ, donc n, x, vous choisissez ce que vous voulez. Si vous avez du mal avec ça, vous prenez au brouillon, vous le faites avec une valeur et vous la mettez dans une couleur particulière, peu importe. Et du coup,
Et du coup, ce que vous faites, c'est clairement cette lettre cette valeur que vous avez mis dans une autre couleur, vous la changez pour une lettre. Et en fait, mine de rien, c'est exactement la même chose, mais vous, c'est peut-être plus simple pour certains de le faire avec une valeur au départ qu'une lettre. Donc, là où vous avez mis une couleur pour le chiffre, vous mettez une lettre à la place. Comme ça, voilà, vous aurez un peu le truc un peu plus facile peut-être. En tout cas, pour le dernier, en fait, ce qu'on revient juste à faire, c'est au final de montrer que le programme revient à trentaine plus 25. Et donc, d'après la question 1, forcément, le résultat du programme de calcul est divisible par 5. Alors, l'exo 3, voilà, on vous dit, la figure ci-contre a été réalisée à l'aide de Scratch. C'est rigolo, on vous a mis un autre chat, alors que, bon... Et on vous dit, parmi les programmes proposés ci-dessous, quel est celui qui permet de tracer ce dessin? Le truc important ici, c'est aucune justification n'est demandée. Pourquoi c'est important? Parce que, au final, ça vous allège quand même de ne pas savoir comment faire. Quand vous avez des programmes comme ça, alors je ne vais pas les détailler en eux-mêmes, mais ce qui est important, c'est de repérer les cohérences et les incohérences. C'est-à-dire que par un moment, il y a des choses qui vont clairement pas être logiques. Alors, par exemple, si vous aviez autre chose que 120 degrés, ou vous aviez répété 6 fois, ça serait logique que vous ne puissiez pas avoir ces fameux triangles. Il y aurait quelque chose qui coincerait. Bon, là-dessus, c'est pas très spécial. Alors, comment regarder un peu les programmes, comment les travailler? En fait, il faut vous identifier les blocs. Par exemple, ici, vous avez un bloc répété. Bon, un peu partout, vous allez les répéter partout. Mais ce qui est important, en fait, c'est le côté où ce fameux répété, c'est un bloc déjà sur lequel vous pouvez regarder ce qui se passe. Si vous tournez de 120 degrés, que vous avancez de L, etc. Après, si vous voyez que étrangement ce bloc-là, il est partout, comme en fait vous pouvez le voir ici, il est là, il est là, il est là, il est là, clairement, c'est pas tant ça qu'il va falloir regarder. C'est pas tant ça qu'il va falloir regarder, sinon c'est un peu étrange. Par contre, ce que vous pouvez regarder, c'est ici, on a 1, 2, 3, 4 et 5 triangles. Vous voyez, je maîtrise ma compétence de numération. Ouh là là. En tout cas, ici, par exemple, on vous dit, on répète 4 fois. On répète 4 fois ce tracé. Ce tracé a l'air évidemment quelque chose de correct. 3 fois, donc c'est un triangle. Du coup, si on le fait que répéter 4 fois, vous n'aurez pas 5 triangles. Donc déjà, c'est pas le programme A. Dans le corrigé, il vous explique quand même les petites choses. Le fait que ça, c'est exactement un triangle équilatéral. Donc en tout cas, dans le corrigé, on vous détaille un petit peu les choses. Alors, je ne vais pas vous expliquer là le coup de la flèche. Vous le verrez dans ce qu'on vous fournira. Mais en tout cas, voilà, c'est quelque chose qui est spécial et qui est regardé. On vous détaille en fait dans les questions. Enfin, vas-y, Laurie, n'hésite pas à poser ta question. Oui, non, mais ça c'est normal aussi, ne t'inquiète pas. Laurie qui dit que la flèche, il lui a fallu du temps pour le comprendre, et c'est vrai que c'est pas évident au premier abord. Alors, en fait, ça l'est si on se met à la place du chat. Mais si on se met pas à la place du chat, forcément, c'est plus difficile. Donc ici, on vous dit, parmi les programmes proposés, quel est celui qui permet de tracer ce dessin? Aucune justification n'est demandée. Du coup, là, on vous explique que clairement, que seuls les 3 et 4 tracent 5 triangles équilatéraux, qu'on peut donc éliminer 1 et 2, mais que le 4 trace trop, etc., qui va tracer un trait supplémentaire. Enfin, en fait, tout ça, voilà, ces petits détails, et on vous dit bien, et c'est ça que moi je trouve très bien dans cette correction, on vous précise bien que cette justification est uniquement pour vous. C'est pour que vous, ceux qui les travaillent, ceux qui préparent le CRPE, puissent comprendre la réponse. Mais ici, effectivement, aucune justification n'était précisée ni demandée. Donc, vous pouviez juste dire le programme 3. Question 2, on vous disait, dans ces programmes, l'angle de rotation est de 120 degrés, expliquez pourquoi. Donc, en fait, là, on vous détaille. Ce qui est bien, c'est que là, on vous explique vraiment pourquoi cette fameuse histoire d'angle de rotation. Donc, vous lirez le fameux 180 moins 60. Et on vous demande pour
la question 3, deux tracés à main levée. Donc attention, c'est bien main levée, alors attention à ne pas faire un truc dégueulasse. Les figures obtenues à chacun des programmes non retenus pour la question 1. Donc ça, vous les faites étape par étape. Vous choisissez une longueur qui paraisse correcte. Bon, là, il vous les donne, mais en tout cas, bien sûr, il ne vous donne pas le 3, puisque le 3, c'est le correct, donc c'est les autres qui nous intéressent. Donc vous avez les fameuses images qui sont là, ainsi que tout le petit détail des différentes choses, l'orientation initiale, l'orientation finale, etc. Donc, franchement, cette correction, je la trouve vachement bien faite. Et on vous donne en petit plus, on vous dit aussi que ce qui était prévu, en fait, ça peut être vu comme autre chose, comme le fait de construire des triangles équilatéraux avec des translations. Et du coup, hop, on vous donne un autre programme. Donc Sylvain me demande à main levée, on est d'accord que c'est sans instrument qu'un crayon. En théorie, oui. En théorie, je suis d'accord avec toi. Néanmoins, ce que je vous conseille tout de même, c'est de le faire à main levée sans autre instrument. Ça, moi, je dirais bon. Moi, en fait, ce que je ferais, bon, enfin moi je le ferais peut-être pas parce que j'aurais un peu la flemme, mais ce serait de faire au moins les traits. Je ferais les traits quand même à la règle, mais vite fait, hein. Je veux dire, les angles et tout, on s'en fiche, mais au moins ça fait quelque chose de propre, ça fait quelque chose de rigoureux, même si c'est à main levée, entre guillemets, vous montrez que vous avez quand même une envie de propreté, une envie de propreté, heureusement, mais je veux dire, vous êtes un peu plus soigneux que prévu. Voilà. Donc, en fait, ici, ce qui est intéressant, alors, je vais vous donner une petite remarque préalable, c'est que dans ce que je vais vous dire, alors, il y a énormément de choses plein de choses qui viennent du corrigé, hein, bien entendu. Ça, je vais dire, vous l'aurez deviné. Mais en fait, la partie didactique est corrigée sur 4 pages. 4 pages. J'ai jamais vu un corrigé aussi complet pour la partie didactique. Vous allez aimer, hein, ceux qui veulent du détail, vous allez aimer. Donc, je vous le dis tout de suite, il y a des petites choses il y a des toutes petites choses que j'ai pu rajouter, mais en gros, tout le boulot était fait. Bon. Néanmoins, ce qui est bien, c'est que dedans, c'est clairement précisé, c'est écrit que dans le but d'argumenter le choix de l'auteur de se corriger, de telles réflexions ne sont sans doute pas exigibles de la part des candidats. Donc, c'est-à-dire que clairement, que ça soit ce que je vais vous dire qui est dans le corrigé ou ce que je vais vous rajouter moi, clairement, on vous demande pas autant. On vous demande loin d'autant de choses. Néanmoins, ça vous permet d'avoir une correction qui est très large, qui a beaucoup de choses, mais vraiment beaucoup. Alors, par contre, moi, je resterai sur le sujet en termes de vision. Donc, pour cet exercice-là, pour la situation 1, on vous dit, l'exercice ci-dessus est proposé dans une classe de CE1. Les élèves doivent écouter l'énoncé du problème lu par l'enseignant, puis rechercher une réponse numérique à la question du problème pour l'entourer parmi 6 propositions. Ils doivent produire des traces de leur recherche. Donc, vous avez un énoncé qui est là et vous avez en gros les fameuses réponses qu'ils doivent choisir et une case pour écrire. Clairement, avant même de ça, en fait, on va vous parler de petites choses. En fait, dans les compétences travaillées au cycle 2, en fait, vous avez dans les programmes de 2018, vous avez bien sûr des petites choses sur modéliser en lui-même, que vous irez voir hein, avec des sous-items. Mais de toute façon, c'est aussi marqué, il y a aussi un petit truc, un petit encadré dans le corrigé. En clair, ici, ce qui est le problème de cet exercice déjà, et c'est dit clairement, et en même temps c'est parfaitement vrai, c'est que ça n'a rien d'un problème concret. Au sens du fait que là on vous dit Léo à 24 €, il a 8 € de plus que Lilou. Donc clairement, effectivement, la question qu'on pourrait se poser, c'est quelle situation concrète a-t-on besoin dans quelle situation concrète a-t-on besoin de résoudre un truc pareil? Je sais pas vous, mais moi je vois pas trop de situations réelles où on aurait une histoire pareille. C'est clairement pas concret. Du coup, vu que c'est pas un problème concret, en fait, ce qui est intéressant, c'est que on est obligé de faire une modélisation. On est obligé de faire une modélisation, et en même temps, là-dedans, dans cette situation, en fait, on est dans une situation additive et non de situation soustractive. Alors, même si c'est évident qu'on pourrait faire une soustraction ici, mais en fait, on pourrait résoudre, mais en fait, cet exo, il fait implicitement allusion aux fameux travaux de Vergniaud,
Je pense que vous en avez entendu parler. Moi, j'ai un livre de Hatier concours CRPE 2011. Bon, il est vieux, je sais, mais au moins j'ai de quoi me baser sur la théorie, etc. Mais ce qui me permet de vous rajouter des petites choses et de travailler plus efficacement pour vous. Alors, en termes de travaux de Vergniaud, ici, c'est, pour faire simple, c'est le côté distinction entre les problèmes additifs et soustractifs, sur lesquels je reviendrai un moment, qui en général, on peut voir comme des récits qui sont concrets et qui mettent en jeu des mesures diverses. Les réponses aux questions, elles peuvent être obtenues à partir d'une addition ou d'une soustraction. Néanmoins, ici, la situation, en fait, c'est quand même une situation qui est particulière parce que c'est pas une situation problème vécue par l'élève, mais c'est quand même à l'élève de trouver une solution. Donc on n'est pas au centre du problème. Et en fait, ce qui est un peu compliqué ici, c'est que l'auteur du sujet, en fait, il y a deux étapes qui s'avèrent ici, une étape de modélisation et une étape de calcul. La modélisation est pour le côté trouver la situation additive et dans l'autre sens, trouver le calcul, on va dire. En tout cas, quand il y a des calculs. Vous allez voir après que les élèves montrent que c'est bien plus complexe que dans la pratique que ce qu'on pourrait penser, en tout cas dans leur façon de faire. C'est quand même spécial. Alors, pourquoi les compétences modélisées et calculées sont-elles modélisées pour résoudre ce problème? Donc, en fait, dans ce problème, vous avez une situation d'écart, une fameuse situation d'écart, avec le fait d'avoir 8 euros d'écart. Du coup, mathématiquement, vraiment, derrière, ça transforme. C'est quoi? C'est le fait qu'on ait une relation du type soit 24 moins 8 égale x, ou 24 égale x plus 8, ou 24 moins x égale 8. Mathématiquement, c'est la même chose, mais vous le savez vous-même que ça n'a pas tout à fait le même sens pour les élèves au cycle 2, en termes de sens, je parle. Et après, il y a l'histoire du fait d'un calcul, qui bien sûr peut être soit une soustraction à trous, soit une addition à trous, qui dépend un peu des choses, mais on le verra également que parfois, l'élève n'a même pas besoin de faire un calcul, mais en fait, il a fait une modélisation par un schéma et il a fait simplement utiliser des principes de numération pour résoudre le problème. Et c'est même un peu étrange, enfin on verra ça après, mais c'est intéressant. Donc voilà un peu pour la question 1. De toute façon, je vous dis pas tout de la correction, et puis moi ce que je rajoute, c'est pareil, je rajoute des trucs, mais qui du coup, s'ils sont pas dans la correction, je vous l'ai dit, mais par contre, sinon, voilà. Alors, on vous dit donner 2 difficultés que les élèves pourraient rencontrer pour résoudre ce problème. Alors, une chose qui est très intéressante, c'est déjà, on vous dit donner 2 difficultés. Le corriger, il vous en donne 5. Donc déjà, c'est génial. Ça vous permet d'avoir vraiment quelque chose de très intéressant. Donc, la première chose, et elle n'est pas des moindres, c'est le fameux mot plus. On l'a aussi, nous, avec le cycle 3, le problème dans les cycles 3, même limite à tout âge, c'est qu'on vous dit, il a 8 euros de plus que Lilou. Le plus ici pourrait pousser simplement, et vous en doutez peut-être, l'élève à faire une addition plutôt qu'une soustraction. Et de toute façon, on le verra, certains se sont trompés. Est-ce que c'est à cause de ça? C'est en tout cas une hypothèse. Mais voilà. Ensuite, ici, on est sur une notion d'écart entre deux valeurs. Clairement, c'est une notion qui est quand même abstraite, parce que c'est rare qu'on parle vraiment de l'écart, qu'on parle d'un écart entre deux valeurs. On parle à la limite des deux valeurs et après de l'écart, mais pas ici. Ici, on a deux valeurs, dont une qu'on ne connaît pas, et on a l'écart. Donc c'est quand même particulier. Et du coup, modéliser une addition ou une soustraction ici, c'est pas simple, c'est pas évident. En plus, ici, ce qui est cherché, c'est pas la plus grande des deux valeurs, c'est la plus petite des deux valeurs, entre le 24 et l'autre valeur. Donc ça, c'est particulier. Et c'est aussi quelque chose qui est difficile. Ensuite, une troisième difficulté, c'est le fait que la situation est difficile à modéliser par rapport aux autres possibilités qu'on aurait pu faire avec les valeurs. Et que du coup, il faut quand même avoir une maîtrise des situations additives par rapport aux travaux de Vergniaud. Mais clairement, bon, ça, en fait, vous pouvez en faire référence à ces travaux, mais c'est franchement pas attendu. Alors, modéliser, c'est effectivement trouver les relations entre les objets ici. Tu vois,
C'est vraiment ce côté trouver comment on peut estimer les valeurs, quel est le sens des nombres, etc. Voilà, j'espère répondre à ta question. Et puis bon, en un sens, effectivement, trouver aussi l'opération, mais comme on le verra, l'opération n'est pas en elle-même nécessaire. Ici, il y a par exemple plusieurs élèves qui n'ont pas trouvé d'opération. Néanmoins, voilà. Oui, après, vous avez forcément des petits détails. Ensuite, il y a aussi, dans certains cas, le problème du choix éventuel de la représentation. Par exemple, on verra qu'à un moment, un élève va représenter la somme avec des espèces de pièces de 1, un autre il a fait avec des billets, et ça change beaucoup de choses par rapport au calcul derrière et au côté numération qui d'un côté est plus simple et de l'autre non. Ensuite, le calcul lui-même qui n'est pas simple, une soustraction ou une addition à trous, bien sûr ça peut poser des problèmes. Et le dernier problème indiqué, et ça c'est intéressant, enfin dernière difficulté indiquée, c'est le fait que dans l'énoncé, on vous dit l'énoncé du problème lu par l'enseignant. C'est écrit ici. Sauf qu'en fait, on ne sait pas clairement si ils ont quand même l'énoncé, s'il est juste lu, mais ensuite qu'il est donné, ou écrit quelque part, etc. Ça, on ne sait pas. Donc, si l'énoncé est écrit et à disposition des élèves, bah voilà, ça va encore. Si c'est pas le cas, ça fait que les élèves ont un travail de mémorisation et surtout de compréhension en même temps que la mémorisation, de la compréhension et de l'analyse de données. Donc ça fait quand même beaucoup de choses en même temps. C'est beaucoup de choses qui sont travaillées, mais qui finalement, ici, si c'est lu mais pas donné, voilà, ça en rajoute des difficultés. Pour la question 2, on vous demande du coup une analyse des traces écrites de chaque élève. Alors, pour Chiara, donc la première, alors ce qu'on voit directement, c'est que elle, comme on l'avait dit tout à l'heure, en fait, elle a fait une addition. Alors, est-ce que c'est à cause du plus? Ça, on ne sait pas. Par contre, elle a fait un calcul qui est correct. Donc ça, c'est aussi à souligner. Ensuite, Lucas. Alors Lucas, il a fait un truc un peu horrible, dégueulasse, mais bon. En tout cas, il a fait une schématisation avec des valeurs, avec des billets et des pièces, carrément. Et lui aussi, alors là, c'est intéressant parce que ce qui est indiqué, c'est ultra intéressant. Donc, ce qui est dit, en gros, c'est que ce qu'on voit, c'est que finalement, il donne 32 comme valeur. Sauf qu'on ne voit aucune chose s'il l'a additionné ou pas. Est-ce qu'il a fait un calcul mental, etc. On n'en sait strictement rien. Par contre, il y a une possibilité très intéressante, c'est le fait qu'il a peut-être compris, enfin, en tout cas dans son raisonnement à lui, que le résultat devait être supérieur à 24. Bon, ce qui est faux, mais en tout cas, dans son raisonnement, c'est cohérent, puisqu'il semble vouloir faire une addition. Du coup, et c'est ça qui est très intéressant, le correcteur dit que peut-être que, du coup, le Lucas a coché la seule réponse parmi les 6 qui était supérieure à 24. C'est-à-dire 32. Et du coup, ça témoigne de compétences non négligeables en logique. Et effectivement, vous imaginez, il sait que c'est plus que 24, mais il a peut-être pas réussi à additionner, donc il prend 32. Parce qu'il a fait un raisonnement très intéressant. Donc ça, c'est quand même quelque chose de très très intéressant, qui est pas négligeable. Alors ensuite, Maya. Maya, en fait, elle a bien modélisé les choses. On voit qu'elle fait une soustraction, qu'elle fait des soustractions. Et sa procédure, c'est par le passage de dizaines. Elle retranche d'abord 4 pour aller à la dizaine inférieure. Et du coup, elle doit encore retrancher 4 pour avoir retranché 8 au total. Et du coup, ça lui fait 16. Finalement, son raisonnement et son calcul, ils sont tous les deux corrects. Et voilà. Bon, elle les représente un peu de manière particulière, mais en tout cas, les choses sont là. Et c'est quand même fort sympathique. Et Arif, qui est là, alors lui, ce qui est intéressant, c'est que si on regarde bien, il a modélisé son truc. Alors, il y a clairement un calcul, mais surtout, ici, vous voyez, il a fait des représentations particulières. Il a fait des groupes de 5, comme sur un dé. Il a fait 2 groupes de 5, qui en fait, dans un groupe, du coup, ce groupe de 10. Et ici, pareil, 2 groupes de 5, il a fait un groupe de 10. Et là, on a 4. Donc, en fait, il a représenté le 24. Et ce qu'il a fait, visiblement,
c'est que pour retrancher les 8, il a simplement retranché 8 en biffant 8 pièces qui sont ici. Et il l'a fait de manière organisée parce qu'il a retiré ces 4-là et il en a retiré dans ce paquet-là. Donc finalement, en fait, ça a du sens au sens qu'il avait, du coup, il a une dizaine et 6 unités. Donc finalement, ça revient bien à son calcul qui est ici. Donc, en tout cas, ce qui est clair, c'est qu'il a une bonne compréhension de la numération et des compétences à l'utiliser pour résoudre le problème. Et par contre, pour le fait d'être passé par de la représentation, il a peut-être quand même pas des compétences très poussées en matière de calcul. Donc ça, c'est quand même le petit point à dire. Alors, on vous dit proposer une remédiation ou un accompagnement que l'enseignant pourrait mettre en place pour aider Lucas et Kira, donc les deux premiers qui ont fait une addition. Donc on nous demande une remédiation pour ces deux-là. Ici, je n'ai pas parlé de remédiation dans l'analyse parce qu'il y a une question sur la remédiation. S'il n'y a pas de remédiation, demandée, je vous conseille de mettre en plus des idées de remédiation dans les analyses. Cindy me dit qu'elle a du mal à faire la différence entre procédure et compétence. Procédure, c'est les manières de procéder, les manières de faire les calculs ou les choses comme ça, les résolutions. Les compétences, elles, sont beaucoup plus générales au sens où les compétences, les 6 compétences, en tout cas en mathématiques, c'est le fait de communiquer, calculer, modéliser, représenter. Bon, j'en ai encore, il me manque encore, mais en gros, il y a quand même une différence entre procédure et compétence. Communiquer, je l'ai dit, il me semble. Bon, c'est pas grave. Mais en fait, procédure, c'est vraiment quelque chose de très didactique, si tu préfères. Ah oui, chercher aussi, merci. Chercher et démontrer, il me semble. Représenter, je l'ai dit. Mais en tout cas, procédure, c'est très... Ah oui, c'est raisonné que j'ai oublié. Alors que voilà. Procédure, c'est très didactique, si tu veux, et compétence, par contre, c'est pas que c'est pas didactique, c'est que c'est moins précis. C'est moins précis et plus large. Et c'est plus général, vraiment. Sylvain me demande si c'est une remédiation par élève ou une remédiation qui irait pour les deux. Eh bien, c'est pas clair. La question, elle n'est pas clairement dit. Donc, vous pouvez très bien en fait proposer quelque chose de commun aux deux ou de quelque chose de différent pour les deux. Donc ça, il n'y a pas de souci. Donc profitez aussi de ce genre d'ambiguïté pour montrer que vous remarquez des ambiguïtés, mais vous savez dépasser ça. Du coup, pour la B, en termes de remédiation, ce qui est proposé, c'est, alors même si bon, j'y crois moyen, on va dire, à quoi j'y crois moyen, c'est à ce que je vais vous dire, c'est par exemple d'essayer de leur faire prendre conscience que leur réponse n'est pas possible. Alors, l'auteur du corrigé propose de les interroger sur le sens de l'énoncé et aussi de leur faire dire eux-mêmes qui a le plus d'argent entre Léo et Bidule Chouette, là, Lilou et Léo. Ouais, c'est pas des prénoms que voilà. Alors pourquoi j'aime... Alors je vous conseille de l'indiquer, ce genre de choses. Mais clairement, parfois, enfin, moi je le vois avec des 6e, 5e, même parfois les 4-3, ils sont capables de nous dire qu'une table, elle mesure 200 mètres, malgré tout. Donc parfois la communication n'est pas suffisante. Mais pour le cadre du CRPE, c'est bien de dire on va communiquer. On va leur faire comprendre que ça ne va pas. Mais voilà. Aussi, le fait de les faire réfléchir à tout ça et du coup de comparer avec leurs résultats. Après, il se peut aussi que l'un des élèves ou les deux, hein, au choix, que les élèves n'aient pas compris la notion du fait que Lilou a 8 € de plus que Léo. Non, que Léo a 8 € de plus que Lilou, parce que c'est un écart. Et du coup, ça n'a pas vraiment de sens concret. C'est pas, en fait, c'est un manque. C'est pas une quantité véritable. Du coup, il y a cette idée de difficulté de compréhension. Et en fait, ouais, petite chose du coup, c'est que grâce à cette discussion, à ces procédures, en fait, du coup, on a déconstruit leurs idées. Mais il faut aussi, du coup, le reconstruire ce qu'il en est. Et si on suppose que les deux élèves ont bien compris l'expression, là, le coût du plus de machin, plus de 8 €, enfin 8 € de plus, en fait, il faut aussi les faire réfléchir sur ce que représentent ces 24 € et ces 8 €. Du coup, on vous propose
On vous propose deux possibilités sur le fait. Bon, il y a deux textes, deux petits trucs. D'un côté, ça permet de définir en fait l'opération, une addition à trous ou une soustraction, selon ce que trouvent les élèves. Et de l'autre, en fait, la même chose entre guillemets, mais cette fois-ci d'un point de vue pour faire un schéma. Vraiment pour faire un schéma et ensuite d'en déduire les choses. Donc, c'est deux façons de représenter l'information, de modéliser le truc. Mais voilà un petit peu pour ce qu'il en est. On vous met le 4, on vous dit au cours du CE1, l'enseignant propose à nouveau l'exercice avec d'autres nombres afin de faire évoluer les représentations schématiques utilisées par les élèves. Hop, on vous donne ça. Proposez une représentation schématique que l'enseignant peut présenter aux élèves pour les aider à modéliser la situation. Alors, ça, en fait, ce qui est proposé, hop, voilà, c'est ce truc-là. C'est cette représentation-là, qui, par rapport à Vergniaud, en fait, c'est simplement le fait de la composition de deux états, et en particulier la recherche d'une partie. Donc ce schéma, en fait, il introduit cette notion-là en termes de didactique. Voilà pour le petit truc. Alors ça, c'est un petit... Donc ce que je viens de vous dire sur Vergniaud, c'est un petit rajout. Vous ne l'avez pas particulièrement là, mais voilà, je vous le donne. Mais en tout cas, voilà. C'est vraiment ce petit côté schématique qu'on peut faire. Alors, situation 2. Situation 2, là, c'est une histoire de surface, de plan et des meubles. Et on vous donne un extrait de réponse d'un élève, et on vous dit comment, sans s'appuyer sur la bonne réponse, peut-on convaincre cet élève que sa réponse est fausse. Alors, il y a toute une histoire dans la correction. Il propose le fait de demander de calculer les dimensions de l'étagère, parce qu'en fait, l'élève, lui, rajoute 6 carreaux à droite, enfin, de longueur et de largeur. Donc, en fait, le correcteur propose de calculer les dimensions de l'étagère avec son idée à lui, donc avec l'idée de l'élève, et en fait de représenter les choses sans modifier la position des objets, etc. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il y aura un chevauchement en termes de schéma. Donc, c'est quand même quelque chose qui, du coup, est très visuel et permet de voir le truc. Moi, ce que je vous propose, une autre proposition, et puis en même temps, je vais préciser un petit peu l'erreur de cet élève. Une autre réflexion possible, c'est de faire réfléchir l'élève à si c'était 2 fois plus grand. Parce que là, on dit devra mesurer 18 carreaux, mais si on voulait juste doubler, comment ça se passerait? Alors peut-être qu'il ne verrait toujours pas le problème. Bon, donc c'est vrai que la première solution de l'auteur peut être intéressante, mais bon, à voir. Alors, néanmoins, concernant son erreur, il y a une petite chose en fait, c'est qu'il y a un problème de manipulation. En fait, c'est un problème de manipulation de la linéarité avec la proportionnalité, parce que bien sûr, on parle d'agrandissement, donc c'est de la proportionnalité. Ce qui se passe, c'est le fait que si on faisait un tableau de proportionnalité, on aurait une ligne ancienne, donc ancienne mesure, et une ligne nouvelle mesure. Et en fait, que fait l'élève? En fait, c'est que entre la première ligne et la deuxième ligne, il ne multiplie pas, il rajoute, il fait un plus 6. Du coup, ce plus 6 n'a pas de sens en termes de proportionnalité. Il faudrait donc en fait multiplier. Et c'est là où il y a un problème, c'est que du coup, il est sur un changement non pas linéaire, mais un changement affine, parce que il fait un ajout, il ne multiplie pas, et du coup, son plus 6, si vous voulez, dans un tableau de proportionnalité, il le mettrait à la place du coefficient de proportionnalité. Donc, c'est ça son problème à lui. C'est là le problème. Mais là où c'est encore plus particulier pour lui, c'est qu'il rajoute 6 carreaux. Alors, peut-être, là, on peut pas, effectivement, on ne peut rien dire sur le fait qu'il maîtrise ou pas la multiplication. Mais en fait, ce qui est particulier, c'est que vos deux lignes de tableau, ça serait des carreaux. Ça serait un nombre de carreaux. Donc, c'est la même unité. Donc, il y a une perturbation au fait du sens qu'a la linéarité. Il n'y a aucun problème quand c'est des unités différentes. Les élèves comprennent très bien que si on a une masse et des kilos, on ne peut pas ajouter une masse pour des kilos. Mais là, c'est la même chose. C'est la même unité, ce sont des carreaux tous les deux. Donc, l'élève se perd au fait de savoir que c'est juste des carreaux dans les deux côtés. Donc, pour lui, il a du mal au fait qu'on n'a pas le droit d'additionner
par rapport à la deuxième ligne du tableau de proportionnalité. Voilà en tout cas pour un peu de détails sur l'erreur qu'il commet. Ce petit truc-là, vous le trouverez pas dans le corrigé, mais voilà, je vous l'ai donné. Et en plus, et puis je trouve que c'est intéressant de comprendre aussi ce qui se cache derrière ce qui est caché, on va dire. Ok, voilà. Alors, donc, on vous dit ça pour le premier coup. Et on vous dit ensuite, alors par contre là, je détaillerai, je vais le faire très rapidement. On vous dit proposer 3 procédures correctes qu'un élève de CM2 peut mettre en œuvre pour donner les dimensions correctes de l'étagère. Expliciter la propriété mathématique utilisée pour chaque procédure. Vous verrez dans la correction qu'il vous propose 5 procédures en fait, qui sont bien détaillées. Donc on vous propose la linéarité multiplicative. On a aussi l'utilisation du passage à l'unité, l'utilisation du coefficient de proportionnalité, un mélange de linéarité additive et multiplicative et une dernière procédure qui est en quelque sorte une règle de 3 parce que c'est un retour à l'unité. Enfin, en fait, alors voilà, je vous montre, c'est tout ce texte-là, tout ce foutoir-là, qui sont les 5 procédures, donc vous les lirez. En fait, la dernière procédure est intéressante parce que en fait, le coefficient multiplicateur est de 1,5. Donc, il y a ici l'utilisation du coefficient de proportionnalité en lui-même. Et la procédure 5, c'est le coefficient de proportionnalité, mais vu autrement. C'est-à-dire vu sous sa forme 3,5. Et du coup, on utilise le passage de la division puis de la multiplication, ce qui revient à la même chose finalement, pour obtenir un coefficient pour pouvoir trouver les données. Le 3,5 et bien sûr le 1,5, c'est la même chose, mais avec une vision un peu différente. Vous avez à la fin toute une petite partie qui, pour vous, est intéressante, au sens où on vous explique un petit peu les notions mathématiques qui se cachent derrière, le fait de la composition de 2 fonctions linéaires et qui est donc une fonction linéaire, et aussi l'histoire d'un agrandissement où on effectue d'abord une réduction puis un agrandissement. Donc vous lirez, si vraiment ça ne va pas, n'hésitez pas à me contacter. Mais voilà, vous verrez, franchement, c'est pas mal détaillé, etc. Enfin, franchement, je suis tombé, je vous ai trouvé des corrections sympathiques. Alors, bon, je continue. Du coup, ici, situation 3, c'est une situation avec des exercices de rangement par ordre croissant, etc. Alors ça, c'est un truc mais passionnant. En plus, c'est du cycle 3, donc moi, ça me concerne directement. Du coup, franchement, cette partie-là, elle est cool. Vous avez des productions d'élèves, donc diverses productions, et des questions. Alors, du coup, comme tout à l'heure, je vais rester sur les productions. Par contre, je voudrais vous dire une petite chose très intéressante. Très intéressante, et c'est dommage que Prof T n'est pas là, il aurait beaucoup aimé. Il y a une jolie petite remarque qui est indiquée, il est marqué « Il est étrange que tous les élèves semblent avoir écrit 6,01 au lieu de 6,04 ». Effectivement, vous avez 6,04 et à chaque fois, vous verrez que c'est du 6,01 chez les élèves. Et en fait, ce qui est rigolo, c'est qu'ils disent au lieu de 6,04, sauf un qui est écrit 6,1. Et le correcteur dit « Nous n'avons pas d'interprétation de cette erreur. Peut-être leurs réponses ont-elles simplement été mal scannées, ce qui fait ressembler leur 4 à 1. » Mais il y a une petite note en bas qui dit « En réalité, nous en avons une, mais elle n'est pas politiquement correcte. » Je vous la dis quand même, c'est très drôle. En fait, clairement, et de toute façon, c'est comme ça aussi beaucoup au CRPE, ils disent que les productions d'élèves sont fictives, inventées par l'auteur du sujet, qui, dans son brouillon, aurait prévu 6,01, mais quand il a tapé le sujet, il a fait une faute de frappe. Et il s'en est pas rendu compte, du coup, il y a cette fameuse erreur. Donc, en tout cas, moi j'aime beaucoup cette petite note, j'ai marqué LOL à côté, elle est franchement très drôle, et en même temps très vraie, parce que il y a beaucoup de choses qui ne sont que des trucs fictifs, mais on vous fait réfléchir là-dessus au cas où qu'un jour, un élève répondrait exactement comme dans les fictions du CRPE. D'ailleurs, ils doivent avoir des petits livres de fiction aussi dans les académies. Alors, du coup,
on vous demande, en première question, on vous dit, pour chacun des élèves, d'écrire les réussites et les éventuelles erreurs. Par contre, ce que vous voyez ici, c'est qu'on ne parle pas de remédiation. Donc, c'est bien d'en préciser. C'est bien d'en préciser. Moi, je vous en préciserai pas forcément, mais voilà. C'est bien de rajouter des petites choses, de rajouter de la remédiation pour dire que vous faites attention aux élèves et que vous les laissez pas sur leurs erreurs. Alors, ah oui, non, mais la remédiation, c'est sympa. Alors, je remonte. Donc, Célestine. Célestine, en fait, quand on regarde, il n'y a que le 5,8 et le 5,121 qui sont mal placés, en fait, parce que les autres sont bien dans le bon ordre croissant, mais en tout cas, pas ces deux-là. Par contre, donc déjà, peut-être que vous le remarquez, regardez ici, en fait, le nombre de chiffres, il est croissant. Si on ne regarde pas la virgule, le nombre de chiffres est croissant. Et en fait, du coup, visiblement, Célestine a une représentation faussée de la manière de ranger des nombres décimaux. Visiblement, elle compare même pas en termes de... Elle compare en fait les nombres comme si c'était des entiers, directement. Et du coup, voilà, c'est pour ça que là, elle met le 601 avant le 5121. Donc ça, c'est quand même quelque chose de particulier. Et ce qui peut être intéressant, en tout cas, ce cycle-là, c'est d'utiliser des unités. En tout cas, moi, c'est ce que je propose comme remédiation. Je vais quand même en donner un petit peu. Comme remédiation, ça peut être intéressant de faire prendre ces valeurs-là comme des, je sais pas, des mètres ou une unité précise et de les faire toutes convertir de manière à ce que on ait le même nombre de chiffres et qu'on ait des entiers. Et du coup, en faisant que transformer tous ces nombres en entiers, elle saura les remettre dans l'ordre croissant, a priori, si elle sait en tout cas classer des nombres entiers, et du coup, elle verra bien la différence. Et que la différence, bon, à part les zéros non significatifs, mais ça sera vraiment que l'ordre ne sera pas le même. Ça, c'est une idée de remédiation possible. Que, en tout cas, en cycle 3, on peut le faire. On peut le faire et c'est souvent très intéressant. Alors, ouais. Alors, il propose quand même une autre interprétation. Ça serait le fait qu'elle ait placé le 5,8 en premier et le 521 en dernier, et puis qu'elle ait placé les autres entre deux. Ouais, pourquoi pas. Mais voilà, c'est. En tout cas, ce qui est bien, c'est que le correcteur vous laisse des possibilités que moi je penserais pas forcément du tout. Et du coup, c'est très intéressant que ce soit pour vous ou pour moi. Alors là, celui-ci, lui, il a carrément. Alors, il a bon, mais dans le sens décroissant. Il a bien mis les valeurs, mais dans le sens décroissant. Donc, visiblement, il maîtrise le rangement des nombres décimaux, mais pas forcément le vocabulaire de croissant-décroissant, ni même la notation inférieure ou supérieure. Donc, clairement, petite remédiation toute bête, c'est les histoires d'affiches où vous avez sûrement déjà vu le fait d'un symbole avec un crocodile. Il y a moyen de faire un petit dessin comme si c'était la bouche d'un monstre qui mange le truc le plus gros pour donner en fait un sens à ce symbole. En fait, c'est vraiment l'histoire de donner un sens à ce symbole qui peut aider. Et croissant et décroissant, bon courage. Il faut essayer de trouver des manières de faire des associations, peut-être avec d'autres mots, d'autres idées, etc., pour que le vocabulaire rentre. Voilà en termes de remédiation pour lui. Pour Paola, elle, il n'y a rien à dire. C'est parfait, elle maîtrise le rangement des nombres et le vocabulaire. Elle, c'est pépère, c'est tranquille, c'est génial. Alors, par contre, je suis même pas sûr que ça se dise comme ça. Je suppose que ça se dit Miroslav, ou Miroslav, j'en sais rien. Je dirais Slav par rapport au mot russe, mais voilà, j'en sais rien. Bon, en tout cas, c'est un prénom. Ce qui est bien, c'est qu'on n'est pas obligé de le prononcer. On est juste censé l'écrire. Donc, lui, par contre, on lui trouve deux erreurs, le 5,8 et le 521.
Par contre, c'est pas comme Célestine tout à l'heure qui rangeait par rapport au nombre de chiffres. Visiblement, il le fait correctement en termes de partie entière, ça, il n'y a pas de souci. Néanmoins, en termes de décimale, visiblement, là, il s'occupe des chiffres. Il regarde le nombre de chiffres pour la partie décimale. Alors oui, après, il y a une petite chose pour le 6,1 où ils disent que on ne sait pas si ça peut être juste une distraction ou une mécompréhension ou quelque chose. Bon, après, voilà, ça arrive, hein. On oublie un 0, on oublie un truc. De toute façon, ils ont tous mis 0,1 plutôt que 0,4. Bon, bref, à moins qu'effectivement ça soit mal tracé, mais bon. En tout cas, voilà pour les réussites éventuelles, les erreurs. Miroslav, en termes de remédiation, je proposerais quand même comme Célestine le coup de convertir pour passer sur des entiers afin de vérifier tout ça. Alors, peut-être pas des entiers, justement. Ça peut être intéressant de ne pas le faire avec des entiers, en tout cas pas directement, mais juste faire convertir ces nombres avec un sous-multiple, genre à 10 près. Pas forcément avec des millièmes. Moi, je mettrais mi-temps, ce qui peut être intéressant, c'est de mettre dixième, donc tout multiplié par 10. Comme ça, il rechange par rapport aux parties entière et du coup il n'aura pas le même ordre alors que logiquement ça devrait être le même, mais là il aura 58, là il aura 50, etc. Et du coup il sera obligé de voir que ça coince, et c'est ça peut être intéressant. Après sinon oui effectivement le repasser carrément en millième pour des nombres entiers purs, ça marche aussi, mais voilà, donc c'est des remédiations possibles, il y en a sûrement d'autres auxquelles je ne pense pas, mais voilà. Les placer sur une... OC me parle de les placer sur une droite. C'est difficile quand même de les placer sur une droite parce que là, tu as quand même 3 chiffres, tu vois. Donc c'est délicat. Alors Sylvain, effectivement, donc toi, tu parles de laisser les virgules. En fait, tu parlais de laisser les virgules, du coup, et de compléter par les zéros non significatifs de manière à ce qu'il y ait les mêmes tailles. C'est effectivement une possibilité, oui. Effectivement. Après, il faut voir. Il faut voir. Après, de toute façon, entre nous, je vous le dis, hein, il faut tester. Il faut tester et puis on voit, hein. Malheureusement, il n'y a pas de recette miracle, mais au moins, voilà, vous avez des idées. Entre vous donnez des idées, etc. Donc, c'est ça aussi qui est bien, c'est la collaboration. Et moi, je dis, la collaboration, c'est ce qu'il y a de mieux sur Terre. Quelle tâche impliquant des fractions décimales l'enseignant pourrait proposer à Miroslav pour l'aider à corriger ses erreurs et renforcer sa compréhension de l'écriture décimale? Alors, du coup, il y a quand même un petit truc, mais de toute façon, c'est rien si vous avez déjà donné un exemple de remédiation, au sens où là, il propose carrément un truc, voilà, pas qui a rien à voir, mais voilà, qui est un peu différent. Alors, en fait, le correcteur précise qu'en fait, il ne voit pas une tâche, mais deux, au sens de passer d'une écriture décimale à une écriture de la forme d'un entier plus une fraction décimale inférieure à l'unité, comme vous le savez. Et aussi, la deuxième étape, c'est de comparer les nombres écrits sous la forme d'un entier plus d'une fraction décimale avec des fractions décimales qui n'ont pas le même dénominateur. Parce que du coup, en fait, puisque lui et Célestine ne comprennent pas comment comparer des décimaux. En fait, le problème, c'est que Ah non, ça, c'est encore une autre question. Mais voilà. En tout cas, voilà, c'est le côté changer l'écriture et comparer pour la réponse 1B. De toute façon, vous verrez, hein, c'est dans le corrigé. Par contre, dans le corrigé, il y a un truc C. Mais en fait, c'est pas un C, c'est un 2. Et le 2, c'est pas un 2, c'est un 3. Bon, c'est rien, c'est juste... Il y a une erreur de notation, mais j'ai envie de dire... comparé à la taille de ce corrigé et comparé à son contenu, c'est pas moi qui vais me plaindre. Enfin, et c'est surtout encore moins vous qui allez vous plaindre, vu la richesse de ce corrigé. Donc, l'exo 2. Enfin, ce truc-là, on vous dit, on trouve dans d'anciens manuels des exos de ce type-là. En appuyant sur les productions de ces deux-là, expliquer en quoi, en fait, c'est un exo pourri, pour faire simple. Eh bien, c'est un exo pourri, parce que, clairement, ici, regardez un peu les nombres. Les nombres, ils ont tous le même nombre de chiffres. En tout cas, dans la partie décimale. Donc, clairement, ici, ça ne va rien changer à leur façon de faire. Ils vont rien remettre en cause. Leurs méthodes, elles ne seront pas remises en cause parce qu'elles vont fonctionner. Puisqu'ils vont comparer comme ils l'ont fait, avec les parties décimales, etc. Et du coup, ça ne sera pas gênant. Et en plus, que ça soit Célestine qui mettait par nombre, par taille de nombre,
comme un des entiers, elle mettra bien le 701 en premier, le 732, le 735, 757, 1205, 1242. Leur façon de faire ne seront pas gênantes du tout. Ainsi que Bidule Chouette, là, il les mettra pareil. Même s'il les compare par partie entière et que ça c'est bon, mais que la partie décimale, elle, ça va pas. Là, il n'y a aucun changement dans le nombre de chiffres, donc il va coincer, quoi. Il va, enfin justement, c'est plutôt nous qui allons coincer parce qu'en fait, ça ne changera rien à leurs erreurs. Voilà un petit peu pour cet aspect-là. Et du coup, en fait, ce qu'il faudrait faire comme modification, c'est simplement changer les valeurs. Par exemple, le 42, mettre par exemple 12,1, par exemple, et du coup, forcément, ça changerait tout le foutoir. Donc c'est ça qui est intéressant. Voilà un peu pour la 2. La 3, on vous dit analyser les réussites et les erreurs de Célestine à l'exercice 2. Alors, rapidement, alors, il y a plusieurs choses intéressantes. C'est que Célestine s'est intercalé un nombre décimal entre deux nombres décimaux qui ont la même partie entière, comme on le voit ici. Par contre, ce qui est intéressant et étrange en même temps, c'est ici son 4,7, son 4,8, elle a écrit 4,7,5. Donc en fait, c'est un peu comme si, en fait, clairement, on dirait qu'elle n'a pas compris le sens de l'écriture décimale de la virgule. Et du coup, ici, il faudrait carrément voir avec elle, en fait, même si ça a du sens, on comprend que pour elle, c'est bien la moitié entre 7 et 8, le 7,5, c'est ça qui cache derrière. Mais voilà, c'est un petit truc, un petit détail qui est intéressant. Après, il y a tout un gros paragraphe sur elle. Oui, on parle aussi que du coup, parce qu'il parle d'erreurs étranges, mais il dit aussi que c'est surtout la preuve que les élèves, en fait, ils sont pas constants en fait dans leurs erreurs et qu'il y a des choses qu'ils comprennent, d'autres ils les comprennent pas ou ils les comprennent mal, et du coup, parfois ils font des erreurs, des contradictions logiques avec des choses qu'ils ont comprises et des règles incorrectes, alors qu'en fait, il y a d'autres fois ils les appliquent correctement. Donc, ne pas s'y fier. Pour le reste, je vous laisserai, pour le reste. Après, c'est surtout beaucoup de détails, mais en gros, voilà pour ce sujet.